Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast qui te permet de passer à l'action. Alors aujourd'hui, mon invitée, c'est Amandine Thomas. Alors Amandine, bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Très bien, merci et bonjour Fanny, merci de m'inviter sur ce podcast. Alors qui je suis? Je suis une femme de 33 ans, je suis maman de deux enfants de bientôt 8 ans, le cliché de la femme mariée, 2 enfants en banlieue et je suis aussi entrepreneur, voilà. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi elle ressemble ta définition de ta meilleure vie aujourd'hui? Alors moi, la définition que je ferais à vivre sa meilleure vie, c'est de se sentir complètement aligné. Sentir aligné, tête, corps, cœur. Alors c'est peut-être des choses qu'on rabâche et qui est très théorique, mais pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens. Les valeurs, c'est-à-dire le cœur, faire quelque chose qui nous parle, qui nous motive, vers lesquels on va, que ce soit aussi raisonnable et écologique dans le sens pas trop d'impact dans sa vie. Et au niveau du corps, que ça puisse fonctionner, qu'on puisse être en mouvement, qu'on puisse avoir et vivre des émotions. Donc moi, l'alignement tête-corps-cœur, c'est quelque chose que j'ai appris finalement il y a que 3 ans et que j'applique un peu au quotidien, entendre un peu ce qui se passe, est-ce que je vais dans la bonne direction. Voilà, c'est ça un peu la définition que je fais à vivre ma meilleure vie. Ok, d'accord. Mais alors si tu dis c'est quelque chose que tu as appris il y a 3 ans, donc ça veut dire que tu n'étais pas du tout en alignement avant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu avant? Qu'est-ce qui se passait pour toi? Avant, ce qui se passait, c'est que je pense que je m'écoutais pas. J'ai toujours vécu dans une vie qu'on m'a peut-être imposé de vivre. Peut-être il y avait des personnes qui pouvaient m'inspirer et qui étaient pas forcément les bonnes. En tout cas, j'ai pas suffisamment appris à m'écouter en termes de valeurs, ce qui résonnait chez moi. J'ai essayé de faire comme on m'a dit de faire qui faisait bien en France, c'est-à-dire avoir un haut diplôme, être dans une grosse boîte, avoir un salaire, avoir un premier enfant, puis un deuxième enfant. Voilà, j'ai essayé d'être un peu dans le carcan de ce truc un peu qu'on valorise comme un schéma un peu parfait. Et je ressentais beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de colère. J'ai beaucoup ressenti ça quand j'étais dans mon expérience de salarié. Beaucoup de choses qui résonnaient pas. Il fallait, en plus, dans mon vocabulaire, c'était je dois, il faut. Voilà, c'était beaucoup ces mots qui revenaient dans mon histoire de vie. Et il y a 3 ans, quand j'ai senti que j'étais plus du tout au bon endroit, que ça résonnait plus du tout, et que je vivais trop de sentiments de colère. En fait, je le voyais même au niveau intestin. On dit souvent que l'intestin c'est le deuxième cerveau. Et ben chez moi, c'est tout à fait vrai. Quand je vais pas bien, mon intestin fonctionne fortement. Et je l'ai senti à ce moment-là que ça n'allait pas. J'étais beaucoup trop stressée et j'étais pas dans le bon environnement en fait. Et ça, tu l'as senti toi, donc tu étais quand même relativement consciente de ce qui se passait ou c'est ton entourage qui te l'a exprimé? Parce que tu vois, ça peut être difficile. Combien de temps tu es restée dans cet emploi? C'est une bonne question. Je suis restée 10 ans. Je ne sais pas si c'est mon environnement ou si c'est moi, peut-être un peu les deux, probablement même un peu les deux. J'étais performante dans mon emploi, je sentais que j'étais bonne, donc en fait on valorisait ma réussite et ma performance. Pour autant, c'est un peu dur ce que je vais dire, je vais vraiment faire une grosse évaluation, une auto-évaluation un peu négative, mais je pense que j'étais pas une belle personne. Je pense que ce qu'on me renvoyait, c'était peut-être des difficultés d'intégration. En tout cas, j'avais du mal à me positionner par rapport aux gens. Je pense que j'avais pas toujours les bonnes émotions et puis la négativité, voire même la colère, peut amener de l'agressivité. Et c'était probablement mon mode de communication privilégié. Par défaut, en fait, par défaut. Okay, et donc, Est-ce que c'est les gens, est-ce que c'est moi? En tout cas, j'ai senti que c'était pas OK. Ouais. Et tu faisais quoi comme emploi? J'étais dans les ressources humaines, dans un grand groupe dans le transport. Ok, génial. Alors ça paraît fou, mais du coup RH et tu avais beaucoup de colère. Et si tu dis voilà, tu sentais que peut-être ta manière d'exprimer cette agressivité, j'imagine que c'est pas forcément la meilleure chose pour un travail qui implique déjà du coup beaucoup d'humains.
C'est ça. En fait, j'étais avec les syndicats. C'était mon métier. J'étais dans le dialogue social. Alors, tu vois un peu le truc un peu cocasse. Dialogue social, l'idée, c'est de pouvoir communiquer, c'est de pouvoir co-construire aussi. Et je sentais que les règles du jeu, je les avais peut-être pas acquises, je les avais peut-être pas non plus acceptées. En tout cas, j'étais certainement pas au bon environnement parce que j'ai jamais eu envie de remettre en question l'environnement dans lequel j'étais. Quand ça se passe pas bien, je considère que c'est pas l'environnement. En vrai, on peut le quitter. C'est plutôt l'adéquation entre soi et l'environnement. Et donc, j'ai senti qu'en fait, j'arriverais jamais à accepter les règles du jeu de mon environnement et qu'il valait mieux que je parte, en fait. D'accord, ok. Et alors, tu te rends compte de ça et quelle transition tu fais et comment ça se passe? Comment réagit ton entourage? Est-ce que tu as eu de l'aide et des encouragements de l'extérieur ou au contraire de l'incompréhension? Alors c'est très drôle, j'ai fait complètement l'autruche en fait, je voulais partir, j'ai fait tout pour partir, mais dans ma tête, je me suis dit jamais je partirai. C'était une grosse boîte avec plein d'avantages, mes parents des fonctionnaires, mon mari fonctionnaire, enfin évidemment que j'allais jamais quitter mon grand groupe qui est assimilé dans le public. Et donc j'ai fait mon CV, j'ai refait mon CV un jour. Et puis je l'ai envoyé, mais en me disant allez, je vais me tenter, je vais voir un peu combien je vaux. Et puis j'ai fait un premier entretien en me disant allez, c'est pour rigoler, je me remets en scène. Et puis un deuxième entretien dans la même boîte, allez, juste pour tenter, pour tester, en me disant que de toute façon s'il me rappelle, j'irai pas parce que je suis vraiment bien dans mon entreprise et que cette entreprise vers laquelle je candidatais, c'était plutôt récupérer et acheter une franchise. Donc être entrepreneur en fait. Ouais, Donc ouais. c'est évident que j'allais pas en sortir de ma boîte confortable. En plus, on sort pas de cette entreprise. Donc évidemment que j'allais pas en sortir. Et puis on m'a appelé. Et je me suis dit, le jour où on m'appelle et qu'on me donne la réponse, si c'est positif, je me dis, bon, allez, je me laisserai 1 ou 2 mois pour y réfléchir. Ils m'ont appelé un lundi après-midi, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais en formation, je suis sortie parce que c'était pour moi un appel hyper urgent. Et puis j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui. Donc okay. Voilà, j'étais un peu dans une situation compliquée, surtout que 2 semaines après, j'avais un entretien de prise de poste pour accéder à un poste à plus haute responsabilité. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai accepté un nouveau poste, un nouveau challenge. J'en ai pas encore parlé finalement à mon mari, à mes enfants, à ma famille. J'en ai pas encore parlé. Mais voilà, j'ai pris la décision et j'ai senti que c'était celle qu'il fallait que je prenne, celle qui était alignée, celle qui me permettrait d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus stimulée, de pouvoir aussi faire mon chemin de vie toute seule, sans collègues, de pouvoir tenter quelque chose à mon rythme en fait. Et donc j'étais tellement convaincue que c'était un projet qui allait me convenir. J'étais tellement convaincue que c'était ma trajectoire, ma nouvelle trajectoire de vie, qu'en fait, lorsque j'en ai parlé à mes parents ou à mon mari, c'est un peu comme si je disais, voilà, mon nouveau bébé, il s'appelle, je sais pas, Cassandra. Et en fait, une fois qu'on a dit qu'il s'appelait Cassandra, personne va venir débattre de la pertinence du prénom du bébé. Ok. Donc voilà, je l'imposais. Voilà, j'allais devenir entrepreneur. C'était mon nouveau projet. Et j'ai eu aucun débat, aucune crainte. On voyait tellement que j'étais certaine de mon truc que voilà, il y avait pas de débat en fait. D'accord, ok. Et c'est assez ton intuition qui a parlé, mais même sans que tu le conscientises vraiment, quoi. C'était vraiment ok, allez, on y va. Et en fait, j'en ai parlé à personne et oups. Ouais, exactement. Ça a été quelque chose qui s'est fait au plus profond de mes tripes et je crois que c'est la première fois que je me suis vraiment écoutée. En plus, j'ai pas fait de business plan. Enfin, je suis partie de cette entreprise. C'est pas un congé dispo que j'ai fait, c'est une rupture de contrat de travail. Et j'ai pas fait de business plan parce que je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, peu importe si c'était une erreur ou pas. Je sentais que c'était une étape de ma vie qui était super importante et je crois que ce jour-là, j'ai eu une nouvelle naissance en fait. Je dis souvent, je suis née une deuxième fois à 30 ans. Ok, d'accord. Donc ça, c'était à 30 ans. Et comment ça se passe, cette transition pour toi, alors? Eh ben, je vis ma meilleure vie. Pour prendre ton titre. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça fait 3 ans que j'ai appris les mots émotion, j'ai appris les mots alignement, j'ai appris les valeurs, ce que c'était. Et c'est une puissante force, les valeurs. C'est qu'en fait, une fois qu'on a défini ce qui nous plaît et notre trajectoire et ce qui nous amène à y aller, en fait, tout est possible et on n'a plus besoin de copier des gens qui ne nous ressemblent pas et qui fonctionnent pas comme nous. On n'a plus besoin de se conformer aux attentes de notre entourage. Une fois qu'on sait ce qui nous stimule, bon Dieu, enfin, on a une énergie incroyable et on parle beaucoup de flow dans mon métier. Le flow, c'est se sentir complètement à 100% de son activité et plus entendre son Tamagotchi interne, celui qui te dit que t'as faim, que t'as envie de faire pipi, tout ça. Tu l'entends plus ton Tamagotchi en fait. Et ben ça fait 3 ans que je suis à fond dans mon activité et je crois que j'ai performé aussi beaucoup plus parce que j'étais complètement alignée. Ok.
Et en fait, parce que ce que je trouve fou dans ton histoire, c'est que t'as pas vraiment réfléchi, t'as pas identifié. Donc, tu vois, quand tu dis tu t'es senti aligné, d'un coup, tu étais aligné à quoi? Donc, c'est quoi ce que tu n'avais pas avant et ce que tu as maintenant qui est en alignement avec toi-même? De la place, de la liberté, des Ok. possibilités, un éventail qui s'est ouvert en fait. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais maintenant? Oui, je suis donc consultante en bilan de compétences et je suis aussi formatrice. Donc aujourd'hui, j'ai ouvert un centre de formation et de bilan de compétences. Je travaille avec une équipe d'une dizaine de consultants et je suis formatrice sur toute la partie soft skills. Donc en fait, j'aide les personnes à non seulement construire un nouveau projet de vie en adéquation avec qui ils sont et de façon réaliste, mais je les aide aussi et je les forme sur toute la partie gestion du stress, gestion du temps, enfin toutes les soft skills qui leur permettent de s'adapter et de pouvoir vivre des transitions de façon plus agile. Ok. Mais c'est marrant parce que toi, ta transition, elle était carrément osée, quoi. Ouais. Non, mais c'est fou quand j'y repense, c'est complètement. Mais en même temps, je crois que c'est depuis 3 ans que j'arrête pas de faire des choses complètement folles. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu une deuxième naissance parce que mes 30 premières années ont été vraiment polissées. J'ai vraiment fait ce qu'on attendait de moi. Et j'ai fait bien parce que j'ai le syndrome de bon élève. Donc j'ai toujours fait ce qu'on me demandait et je le faisais bien. Mais là, à 30 ans, j'ai commencé à prendre mes propres décisions, à faire mes propres choix. Et bon Dieu, enfin oui, en fait, je sens à chaque fois que je suis au bon endroit et on me fait des bons retours en plus à chaque fois. Je sens que lorsque j'accompagne des clients dans des reconversions professionnelles, je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup de. Parfois même, j'ai cette sensation que je vis par procuration un changement de vie encore et encore et encore. D'accord. Donc, oser faire ce changement, cette transition dans ton milieu professionnel, est-ce que ça a débloqué aussi une certaine forme d'audace qui s'est exprimée sur d'autres aspects de ta vie? Complètement. En fait, lorsque j'ai changé de métier, même de trajectoire professionnelle à 30 ans, c'est arrivé au moment où j'ai adopté mon petit garçon. Donc en fait, à 25 ans, j'ai eu ma fille et à 30 ans, j'ai adopté. Et c'est, je crois, finalement, cette étape de vie qui a provoqué l'audace du changement de vie professionnelle. Puisqu'en fait, D'accord. c'était OK de faire 3 heures de trajet, c'était OK de faire un métier qui avait plus beaucoup de sens. En fait, je crois que je le réalisais pas vraiment. Et le jour où j'ai réussi à adopter ce petit garçon, ma vie a complètement changé puisque je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse des choses qui ont du sens. D'abord, pour leur montrer à eux, mais aussi parce que je me suis battue pour qu'ils puissent arriver à la maison. Et donc, je veux être présente, en fait. Je veux pouvoir leur montrer à tous les deux ce que ça fait quand on se sent bien. Et puis, je crois qu'avec mon fils, on a un challenge supplémentaire. Il hérite d'un passé compliqué. Et donc, le mot bonheur n'est pas un vain mot, en fait, dans son histoire. Il va falloir qu'on aille le chercher. Ça va être plus compliqué que ma fille qui hérite d'une situation familiale, je dirais, cadrée, traditionnelle, voilà, des choses simples. Voilà. Et donc, pour mon fils, ça sera plus compliqué et on va devoir aller le chercher, ce bonheur, ces objectifs atteints. Donc, je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie de moi-même appliquer la théorie. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est cette décision-là dans ta vie personnelle, cet événement, d'adopter un petit garçon qui avait 8 ans, c'est ça? Il a 8 ans aujourd'hui, en fait. Il a On 8 l'a ans adopté aujourd'hui. il y a 3 ans, donc il Il y a avait 3 ans. 4 ans et Ouais. demi. Ouais, ok. Donc c'est cette adoption où tu t'es dit, en fait, là, il y a un besoin de présence qui est énorme, peut-être même plus grand que pour ta première fille qui est née dans un cadre familial positif. Et du coup, en te disant ça, tu dis, ok, donc mon job là à l'heure actuelle qui a aucun sens, ça peut plus marcher. C'est ça. Et puis, les 3 heures de trajet, ça peut plus marcher non plus. J'ai envie d'être présente, j'ai envie de les accompagner des sorties scolaires, j'ai envie d'aller les chercher à 16h30, j'ai envie de passer des repas avec eux. Je le fais pas tout le temps, je suis pas une maman en foyer et c'est pas dans mes valeurs, mais en tout cas, j'ai envie d'être présente et d'avoir une juste conciliation vie pro vie perso. Et l'entrepreneuriat est un défi, est un challenge parce que je suis convaincue que c'est ce modèle-là qui me permet de pouvoir être avec mes enfants. Et donc, c'est depuis ce moment-là que j'ai créé des challenges et des projets de vie, et comme celui qui m'anime là en ce moment. Parce qu'à chaque fois, c'est de me dire, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être présente et j'ai envie de leur apporter quelque chose de, parfois même de l'ordre de l'exceptionnel, de l'extraordinaire, extraordinaire. Ok. Et donc là, tu es entrepreneur depuis 3 ans. Et comment ça se passe et quelle est ta relation aux doutes? Est-ce que tu as des doutes parfois? Est-ce que tu as des moments difficiles? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas
un long fleuve tranquille comparé au salariat où il se passe moins de choses. Je pense que tu as l'air d'être quelqu'un qui aime le challenge, mais voilà, comment ça se passe? Ta relation au doute. Ah non, c'est certain, il y en a. Alors, moi, je fonctionne beaucoup par l'action, donc je laisse peu de place au doute, mais il est vrai que l'année dernière, en fin d'année, j'ai vécu une grosse période de doute. Et en fait, ça s'est matérialisé et c'est assez rigolo parce que je pense que procrastiner, c'est vraiment quand on n'est pas aligné. Et donc, moi, je sens que je procrastine quand c'est pas OK. Et là, l'année dernière, j'avais pris des formations, j'avais été mentorée pour pouvoir aller dans une direction en plus qui allait pouvoir m'amener vers les réalisations d'une personne que j'admirais. Donc tout était au vert et en fait j'y allais pas. J'avais les connaissances, je savais, je connaissais le chemin, mais j'y allais pas. Et j'ai même eu un problème physique au niveau du dos qui m'empêchait de faire du sport à ce moment-là, donc de me mettre en mouvement. Et c'est assez fou parce que lorsque j'ai compris que j'allais dans une direction qui n'était pas la mienne, qui me ressemblait pas et qui n'était pas cohérente, donc qui ne m'amenait pas finalement à être alignée, eh bien, quand j'ai compris ça, mon problème de dos a disparu. Alors, pas du jour au lendemain, ça s'est fait sur une semaine, mais j'ai trouvé ça assez fou. Moi je suis pas trop dans ce type de pensée et j'avais pas idée que le corps pouvait s'exprimer ou le mal a dit. J'avais pas encore conscience de tout ça. Et une nouvelle expérience de vie m'a amené à plus m'écouter finalement. Et donc, j'ai pris une décision assez forte qui a été de quitter ma franchise parce que je sentais que c'était ça qui ne m'amenait pas à être complètement sereine. Ok, d'accord. Donc là, tu as quitté ta franchise et tu es du coup complètement indépendante et tu as créé ta marque, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Écoute, bravo. Et comment tu fais quand toi, tu rencontres ces résistances mentales? Donc là, tu parlais de ce blocage-là, que voilà, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Comment toi, tu fais pour t'en rendre compte et les dépasser? Je suis vraiment dans l'action en général. Je pense à une idée, je brainstorm, je questionne, j'interviewe, j'essaie de voir un peu comment cette idée elle peut être mise en place. Je viens aussi la challenger avec des gens que je travaille pour avoir des critiques positives et négatives. Essayer de me rendre compte un peu de l'ampleur de l'idée et ensuite j'y vais. Et si j'y vais pas, c'est très clair chez moi. Si je n'y vais pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'est certainement dans mes valeurs ou alors dans mes besoins. Il y a quelque chose qui est inassouvi. Je remplis pas les bons gobelets. Et donc, ça veut dire que probablement c'est quelque chose qui me fascine chez l'autre, mais chez moi, ça résonne pas. Donc, c'est plutôt la procrastination, le gros signe qui fait que je me dis, je pars pas dans la bonne direction. Ok. Donc, en fait, tu t'observes toi, comment tu réagis face aux situations. Comme tu es quelqu'un qui est vachement dans l'action, c'est à ce moment-là que, voilà, tu vas voir en fonction de comment tu réagis, ça va te donner des indices pour voir si c'est vraiment quelque chose qui est pour toi ou pas. C'est ça? C'est ça, complètement. C'est ça en fait l'idée, c'est de pouvoir s'observer, de voir comment on fonctionne quand on est complètement absorbé dans une tâche, quand ça nous parle, quand ça nous procure des émotions positives. Là, on va voir à quoi on ressemble vraiment. Et bien justement, à l'inverse, quand on est peut-être dans la procrastination ou quand on fait les choses mal, même quand on est incompétent, l'incompétence c'est aussi un signe de désalignement en fait. Ok, j'aime beaucoup cette idée de regarder vraiment en fonction de comment on réagit, parce que c'est toujours une ligne assez fine entre se dire non mais là c'est juste que je dois, forcer un petit peu plus et y aller vraiment, ou alors se dire non mais en fait c'est pas pour moi, parce que c'est quelque chose de compliqué de dire non. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de transitions de vie, et avoir le courage de dire en fait cette idée que j'avais que c'était ça que je voulais faire, en fait, non. Je trouve que c'est très courageux. Ouais, et très difficile. C'est vrai. Moi, tu sais, j'adore le jeu et je crois que c'est ça, en fait, un peu ma vie, c'est que j'aime bien expérimenter, j'aime bien tester des trucs. Et puis, si je me trompe, c'est pas grave, en fait. Ça faisait partie de mon histoire de vie pour apprendre peut-être plus à me connaître, pour peut-être plus m'amener autre part. Je me rappelle, il y a 4 ans, j'ai commencé avec une copine à réfléchir. Donc, il y a 4 ans, c'est-à-dire 1 an avant ma transition pro, on a commencé à réfléchir à ouvrir un centre de jeux indoor. Je sais pas si tu connais un peu les Royal Kids, tous ces trucs-là. Ouais. Les jeux pour enfants. Et donc, on s'est dit, tiens, et si on ouvrait un truc comme ça? Nous, on était maman, on squattait dans ces trucs-là. On s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. On a commencé à se poser, à faire un business plan. On a commencé à prendre des infos sur la réglementation, etc. Et puis finalement, ça a donné à ce que le truc serait pas du tout rentable et on s'est arrêté là. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça super rigolo pendant 4-5 mois de m'être penchée là-dessus, d'avoir rigolé avec ma copine, de s'être un peu imaginé le truc. Finalement, ça a foiré, mais 1 an après, je crois que c'est ça qui m'a aidé à franchir le pas. Donc en fait, même nos expérimentations foireuses, elles font partie d'une étape dans notre histoire de vie, j'en suis convaincue.
Et du coup, alors je sais pas si on peut parler d'échec dans ce cas-là, mais en tout cas, ces essais qui sont pas, tu vois, c'est en gros, c'est comme au rugby, hein, c'est un essai qui est pas transformé. Comment tu le vis? Parce que tu as l'air justement de le vivre bien, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou est-ce que c'est quelque chose que quelque part tu l'avais depuis toute petite? Je sais pas, moi je suis une bonne perdante en fait. Tant que j'ai rigolé, tant que j'ai passé un bon moment, j'adore gagner, c'est certain, c'est mon objectif. Mais c'est pas grave de perdre en fait. D'ailleurs, en général, quand je perds, je me dis tiens, comment il a fait l'autre? À quel moment ça a switché et à quel moment lui il a gagné et moi j'ai pas gagné. Enfin, je suis beaucoup dans l'observation de voir un peu comment ça a pu se faire. Et puis il y a des fois des jeux aussi où je me dis bah c'était pas trop mon truc en fait. C'était un jeu de je sais pas de mémorisation. J'aime pas, donc ben je suis nulle quoi et c'est pas grave. Ok. Écoute, tu penses que c'est quelque chose de ton éducation qui t'a aidé comme ça à dire ce c'est pas grave? Parce que je trouve que dans la société aujourd'hui, en tout cas, on a des âges similaires, donc on a plus ou moins vécu la même pression générationnelle de avoir l'emploi et cette image très carriériste des choses qui est très fausse et qui ne fonctionne plus avec la société d'aujourd'hui. Mais on n'encourage pas du tout à se planter. En fait, à essayer plein de choses et se planter. Ce qu'il faut, c'est savoir très jeune ce qu'on veut faire, y aller et y rester. Et surtout réussir et ne pas essayer d'autres choses. Donc, comment toi, tu as eu ce côté-là? Alors, je pense qu'il y a eu 3 éléments dans ma vie qui ont dû jouer. D'abord, j'ai un handicap, donc j'ai qu'une main, ça s'appelle une agénésie de la main droite. Donc en fait, moi, je suis née dans un monde de droitier avec une main gauche, et seulement une main gauche. Donc déjà, le challenge était déjà là pour moi dès la naissance. Donc j'ai dû m'adapter à faire mes lacets avec une seule main, de pouvoir faire plein de choses avec la main gauche. Donc oui, déjà, c'était expérimenter, c'était tenter, c'était de faire des trucs qui me ressemblent. Moi, quand ma petite sœur me montrait comment faire ses lacets avec ses 2 mains, je lui disais que c'était bien gentil, mais en fait, je pouvais pas, moi, copier ce modèle-là. Ouais, donc il fallait que je trouve ma propre façon de faire. Et donc peut-être que j'ai foiré plusieurs fois jusqu'à trouver ma méthode à moi. Le deuxième élément, je dirais que c'est ma valeur de stimulation. J'ai une valeur forte, qui est de vouloir voir, rencontrer des gens, faire plein de choses. Je suis toujours sur plusieurs activités en même temps. J'adore rencontrer plein de monde. Et d'ailleurs, je m'éclate depuis que je suis entrepreneur parce que le champ des possibles est encore plus grand. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait, je le répète au quotidien à mes clients. Faites, foirez, expérimentez. C'est ce qui va vous amener à être sur le bon chemin. Et peut-être que moi, je suis même pas sur le bon chemin. En tout cas, je suis convaincue que c'est mon histoire de vie, c'est mon étape de vie. Et l'avenir nous le dira. Et puis peut-être qu'en fait, c'est pour m'amener sur d'autres éléments. Le but du jeu, c'est juste de tester pour vraiment voir comment on réagit. Si on reste sur des théories, on va rester sur des peurs de futurs probables qui potentiellement se réaliseront jamais. Alors que si on fait, on teste, on verra clairement si c'était fait pour nous ou pas. Ok, j'adore. Mais je pense qu'effectivement, peut-être que là, tu vois, quand tu racontes tout ton défi avec ton handicap, on se rend pas compte, mais en fait, d'office, toi, tu devais trouver tes propres solutions parce qu'il y a personne qui pouvait te montrer, en fait, les choses. Personne. C'est ça. Donc, ouais, je pense que peut-être depuis toute petite, tu as vraiment dû penser outside the box, tu vois, en dehors de la boîte et faire tes propres solutions et tester des choses puisque tu pouvais pas faire du copier-coller là pour le coup. C'était plus compliqué. Il fallait que je trouve mes propres méthodes. Et puis même, c'est rigolo parce que, enfin, à 10 ans, on m'a donné une main, une prothèse, parce que je me sentais pas bien, etc. Et en fait, j'ai détesté ça parce qu'il fallait que je réapprenne tout à faire avec 2 mains. L'enfer. Donc, non, j'ai vécu des moments pas simples par rapport au regard des autres. Mais en fait, j'ai passé une dizaine d'années à ce moment-là à tout apprendre et à m'adapter et à faire en sorte que je fonctionne bien comme tout le monde. Donc, moi, je serais plus handicapée avec 2 mains aujourd'hui qu'avec ma petite main, enfin ma grande main gauche et ma petite main droite. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter quels étaient tes rêves enfants? J'aime beaucoup explorer cette question pour voir, tu vois, s'il y a des éléments qu'on retrouve sur ta meilleure vie aujourd'hui. C'est marrant. Enfant, je voulais être juge. Ouais. Tout ça vient ça. C'est étrange. Peut-être dans les émissions télé ou j'en sais rien. Okay. En tout cas, je voulais faire juge. Je trouvais ça fascinant d'entendre des histoires de vie, d'écouter 2 points de vue, parce que dans une histoire, il y a toujours 2 faces, hein, et c'est toujours très très drôle. Un salarié, un employeur, enfin, c'est toujours une histoire a toujours plusieurs facettes. Et je trouvais ça fascinant de pouvoir être là, d'écouter, de réfléchir, d'essayer de construire peut-être des passerelles quand on n'a pas toute la vérité, quand on n'a pas tous les éléments, de pouvoir rendre quelque chose de juste. Je trouvais ça assez fascinant en fait. Ok, et il y avait quoi, une petite fibre justicière peut-être derrière? Je sais même pas si c'est la justice qui me parlait.
Alors peut-être, mais en tout cas, c'était plutôt écouter des histoires. D'accord. Je crois que c'est vraiment ce qui me plaisait. Ce que tu fais maintenant, en étant coach et en aidant les gens à vivre leur meilleure vie, quoi. C'est ça, et en plus, je suis même devenue juge des prud'hommes. Ah ouais? Depuis le début de l'année, j'écoute des histoires de vie entre employeurs et employés, et je tranche avec d'autres collègues conseillers prud'homales. Ah mais donc voilà, donc tu es devenue juge, tu as réalisé ton rêve d'enfant. C'est ça. Alors c'est une journée par mois parce que aujourd'hui, je sais que c'est pas quelque chose qui pourrait prendre plus de temps. Il y a trop de carcans et donc je reviendrai sur quelque chose qui me parle pas. Mais en tout cas, un jour par mois, je fais quelque chose qui est très très stimulant intellectuellement. Et alors, par pure curiosité, parce que je n'ai aucune idée de comment ça se passe, comment on devient juge au prud'homme? Alors déjà, je suis juriste à la base, j'ai un master de droit. Et ensuite, j'ai une organisation syndicale auprès de qui j'ai candidaté. Ils ont porté ma candidature auprès du ministère et j'ai été désignée pour être conseillère prud'homale au 1er janvier. Et le mandat dure 4 ans. Ok, d'accord. Eh ben, écoute, c'est génial. Tu vois, je me suis jamais pas posé la question. Bah tiens, il y a ce métier-là qui existe. Je sais pas si on peut dire métier, mais en tout cas, cette activité-là qui existe. Excellent. Est-ce que tu as un entourage qui est relativement encourageant? Tu en as parlé tout à l'heure, de dire que tu as plutôt des gens qui sont dans le salariat. Et comment ça se passe? Est-ce qu'ils comprennent ta démarche? Alors non, on comprend pas toujours, mais j'ai la chance de pouvoir compter sur mon mari, qui est fonctionnaire aujourd'hui et qui est hyper aidant enfin, voilà, il sait qu'en me laissant de la place, je m'épanouis. Et on dit souvent que je fais les projets et lui fait en sorte que ça se réalise. Je suis dans l'idée et dans la projection et dans le brainstorming et lui, c'est vrai qu'il m'aide sur la finalisation, sur peaufiner, donc on est une bonne équipe sur cette partie-là, que ce soit pro ou perso d'ailleurs. Je le vois bien, là on a un nouveau projet, c'est de partir en tour du monde. Et donc on va faire un tour du monde à partir de septembre. J'ai pendant 1 an bossé sur tous les groupes Facebook, les blogs, les machins, à regarder si c'était faisable ou pas. J'ai fait les budgets, j'ai fait plein de choses. Et là, je me rends compte que ça fait 3-4 mois qu'il a eu beaucoup plus d'implications sur la partie réservation, sur la partie équipement, sur la partie budget. Donc, en fait, on est vraiment hyper complémentaires sur nos projets, et pro et perso d'ailleurs. Au niveau pro, il a été aussi d'une grande aide quand il a senti qu'il fallait que je me concentre et que je donne priorité à ma carrière. Il a été une grande aide par rapport aux enfants, par exemple. Ok, donc un super noyau, une superbe team, en tout cas à la maison. Exactement. Et puis voilà, mes parents ont toujours eu confiance en moi, ils ont toujours été assez admiratifs des projets un peu dingos que j'ai eu à mener et je sens qu'ils sont un vrai soutien, parfois silencieux, mais en tout cas toujours un soutien. Ok. Et est-ce que tu veux juste peut-être toucher un petit peu plus de pourquoi cette transition arrive devant, c'est-à-dire cette décision de partir en tour du monde, alors que ça fait 3 ans que tu as ta boîte, enfin, tu vois, on te sent hyper animé quand tu parles de ce que tu fais. Et donc là, ça va être un grand changement. J'imagine que vous partez autour de 1 an, quelque chose comme ça. Donc, quelle a été cette décision? Eh ben, on revient à l'adoption. En fait, c'est plus dur de créer une connexion de l'ordre de l'amour inconditionnel avec un enfant adopté. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus difficile. Et en fait, notre quotidien nous absorbe entre les grands-parents, les dîners de famille, les soirées entre amis, etc. Et l'école et le boulot. En fait, on se voit pas énormément en famille. On passe pas énormément de temps, juste tous les 4. Et la période de l'adolescence me fait peur, d'abord pour l'avoir vécu personnellement avec des périodes un peu compliquées. J'ai évidemment peur que ça se passe pour mon fils et pour ma fille. Et donc, je me suis dit, et si on bloquait une année pour apprendre à se connaître, pour être tous les 4, pour essayer de se créer cet amour inconditionnel qui fait qu'à un moment donné, ils vont pouvoir se révolter contre nous, avoir des moments compliqués, mais ils savent qu'on les aimera toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent. Et je veux, voilà, vivre cette année-là. Et plus que le voyage, plus que découvrir, parce qu'évidemment, tout ça, c'est génial, plus que apprendre une nouvelle langue, tout ça, c'est super. Mais le but, vraiment, de ce projet, ça a été de se créer un amour inconditionnel à 4. Ok. Magnifique. Et vous allez partir où? Est-ce que tu peux nous faire rêver un petit peu? Ouais, Brésil, Colombie, San Francisco, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Australie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Bali, pour finir. Waouh. Ok. Eh ben, écoute, ça fait vraiment rêver. Donc, génial. Et je vais te poser la dernière question, signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui écoutent ce podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie? Si tu avais une chose à leur dire qu'ils fassent à partir d'aujourd'hui. Expérimenter. En fait, tant que vous n'êtes pas engagé à quoi que ce soit
tenter des trucs, tester, expérimenter, jouer, discuter. On est engagé qu'au moment où d'ailleurs vous décidez d'être engagé. Parce que même une signature d'un contrat de travail, c'est même peut-être pas un engagement. Ça peut être la période d'essai, ça peut être même après. En fait, tester, expérimenter, jouer, ça vous apprend à mieux vous connaître. Et puis, bon Dieu, la vie est trop courte. Enfin, voilà, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, tenter des trucs, mieux vaut l'avoir fait et mal que pas l'avoir fait. Ok, écoute, magnifique. Est-ce que tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter? Sur les réseaux sociaux, je suis présente sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Et puis sinon, j'adore le présentiel, j'adore voir les gens. Donc je suis à Rambouillet jusqu'au 4 septembre tout du moins. Voilà, jusqu'au 4 septembre. Après, ce sera le tour du monde. Mais bon, après, vous reviendrez. C'est ça. Et tu reprendras ton activité. Ok. C'est ça. Écoute, génial. Un immense merci, Amandine. Ton histoire, elle est inspirante. Il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de belles choses aussi. Et ce que j'adore et ce qui me marque le plus, c'est cet élan de suivre la magie. Il faut y aller. En fait, on n'a pas le temps. Donc, suivre la magie est ce qui nous met des papillons dans le ventre. J'adore. J'adore ce que tu dis. J'adore Disney, alors c'est trop rigolo que tu parles de magie. Merci Fanny, merci beaucoup. Merci. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.